Mathieu, merci pour cette sympathique présentation. Voilà, c'est l'historien de service qui est là pour commencer ces journées de sciences dures. Et donc mon rôle va être de vous présenter des perspectives historiques de très très long terme sur l'impact des pollutions sur la santé, mais aussi comment cette pollution en fait s'est transformée au fil des années. Et mon intervention va reposer en quelque sorte sur un livre que je viens de publier avec François Jarich qui s'appelle La contamination du monde, dont vous avez la couverture ici, qui est en fait la première synthèse mondiale. Je ne vais pas poser des heures sur ce livre, mais même en langue anglaise, ça n'existait pas. Première synthèse sur 300 ans et sur tous les espaces mondiaux sur l'histoire de la pollution. Et donc pour tous les étudiants qui sont ici, ça peut être utile dans vos études. Alors, donc je vais vous faire cette présentation de très long terme sur 300 ans et donc en quelque sorte un plan en 3 parties assez classique qui va vous présenter aussi 3 moments dans cette histoire des pollutions. Et quand on parle de pollution, tout d'abord il faut savoir de quoi on parle. Et juste pour commencer, ce petit graphique qui montre l'occurrence en proportion de ce mot pollution dans la production bibliographique numérisée par Google, donc c'est pas forcément très très représentatif, mais ça donne quand même un peu de sens. Et vous voyez en haut, en langue anglaise et en bas en langue française, l'évolution de l'occurrence de ce mot pollution, qui était relativement peu utilisé jusque la deuxième moitié du XXe siècle, avec un pic dans les années 1970, comme vous le voyez, dans les 2 langues. Donc au même moment, donc en 1970, il se passe quelque chose dans la formulation du problème, en quelque sorte. Et formuler le problème, c'est déjà, d'une certaine façon, voir quelles en sont les perceptions. Puisque jusque, en fait, le milieu du XIXe siècle, on ne parle pas de pollution pour essayer de qualifier la perturbation d'un milieu par l'introduction d'une substance étrangère, on parle de nuisance. Et on commence à parler de pollution au XIXe siècle. Ça montre 2 choses. Premièrement, avant ce moment, la pollution, en fait, c'est par la nuisance. C'est quelque chose qui est qualifié de manière juridique et qui est pris en charge par des autorités locales, essentiellement la police. Et ce sont eux qui ont l'expertise pour qualifier la pollution. Et à partir du milieu du XIXe siècle, ça va être les scientifiques qui, à travers la dose ou des histoires de mesure, vont donner une définition des pollutions qui va être quelque peu différente. Le deuxième aspect de ce changement de mots et de sens, c'est le passage de l'échelle locale à l'échelle de plus en plus mondiale. La nuisance est qualifiée d'un point de vue social, c'est la conflictualité sociale entre des groupes tout à fait localisés, tandis que la pollution, on en arrive à des phénomènes globaux, un peu insaisissables, et qui laissent les autorités publiques assez démunies, on va le voir. Donc assez démunies, pourquoi? Parce qu'avant 1830 environ, 1830 je rappelle, pour les étudiants notamment, que c'est le début de l'avènement des chemins de fer. Alors évidemment 1830 c'est l'invention de la locomotive à vapeur, donc il n'y a pas encore de réseau, mais c'est à partir du moment là que ça se développe. Et avant 1830, la façon, donc on est dans un monde pré-industriel, et la façon de qualifier les pollutions est tout à fait différente. Tout d'abord, on est dans un monde relativement peu peuplé, puisqu'il y a moins d'1 milliard d'habitants sur Terre. Ensuite, nous sommes dans un monde essentiellement rural, donc les problématiques urbaines ou celles des transports dont on va parler sont complètement différentes. Et on se retrouve donc dans ce milieu rural et peu peuplé avec des pollutions qui existent, puisque toute activité humaine provoque des pollutions, mais qui sont relativement réduites si on les compare à celles de nos jours. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression d'être dans un monde pré-industriel très puant, très encombré, sale et donc très pollué. Et effectivement, comme vous le voyez ici, nous avons une représentation d'un établissement de tannerie publié dans l'encyclopédie du XVIIIe siècle. Mais ce monde puant, en fait, il est peut-être sale, mais il est très peu pollué finalement, puisque nous sommes ici dans la manipulation de matières organiques qui pourrissent, qui se putrifient, mais avec une auto-épuration des milieux, une contamination relativement réduite, et il s'agit surtout d'un problème de propreté des rues ou des activités, mais assez peu d'un problème de pollution. Par ailleurs, on est dans un monde pré-industriel qui va changer, c'est pour ça que j'ai intitulé cette première partie la libération des environnements, libéralisation, parce qu'en fait les polices, les autorités publiques, les autorités locales agissent de façon extrêmement ferme contre toute source de contamination. Alors pourquoi? Premièrement parce qu'on est dans un monde de la précarité et que tous les déséquilibres du milieu ont un impact relativement fort sur des sociétés très vulnérables. Par exemple, il faut assurer l'eau potable.
Et pour assurer l'eau potable, il faut absolument interdire tout déversement des effluents ou des résidus dans les rivières. Et c'est une mesure de police, ce qu'on appelait la police, c'est-à-dire l'administration publique, extrêmement forte et respectée, puisque les mesures de répression sont très très importantes. La police ou les polices locales ont également un arsenal de normes, un pouvoir normatif extrêmement développé, avec quantité de traités de police qui, comme le traité de Lamar du XVIIIe siècle, qui est le grand traité de police français mais européen, réglemente les activités artisanales et industrielles de façon très ferme. Par exemple, vous avez ici entre guillemets l'intitulé d'un des chapitres qui est d'éloigner du milieu des villes les professions qui peuvent infecter l'air, c'est-à-dire que les professions considérées comme nuisibles sont localisées en dehors des villes, souvent en aval pour ce qui est des rivières ou loin des villes en fonction des vents ou de la topographie de chacune de ces localités. Par ailleurs, il y a un arsenal de prévention très important, ce qu'on appelait les enquêtes de commodo et incommodo, qui sont traduites de nos jours par les enquêtes d'utilité publique, par exemple, mais les enquêtes de commodo et incommodo qui sont extrêmement strictes et qui interdisent et qui vérifient avant qu'une installation artisanale fonctionne si elle est nuisible ou pas pour la santé publique. Alors, je vous ai parlé de précarité, mais on est aussi dans un monde de l'incertitude médicale. L'incertitude médicale, dans le sens où on ne sait pas exactement quels sont les effets de ces polluants sur la santé, mais comme on ne sait pas exactement ces effets, eh bien, la plupart des polluants ou des toxiques sont interdits et on ne définit pas la question du dosage ou de l'acceptabilité par des mesures de certains produits nocifs. Ils sont strictement interdits, et on est aussi dans un monde médical néo-hippocratique dans lequel la mauvaise odeur est en tout cas perçue comme un vecteur de contagion ou de maladie. C'est ce qu'on appelle la théorie des miasmes, et de ce fait toutes les mauvaises odeurs ou toutes les fumées qui pouvaient se dégager étaient strictement régulées. Par exemple, avant les années 1800, en France et dans la plupart des pays européens, sauf la Grande-Bretagne, il est interdit de brûler du charbon de terre dans les villes, parce que le charbon de terre dégage du soufre et aussi d'autres produits, des hydrocarbures, des métaux lourds, et de ce fait, le charbon de terre était strictement interdit. Ça va changer au XIXe siècle, avec des scientifiques qui vont, eux, définir des seuils d'acceptabilité. Comme quoi, déjà, j'introduis l'idée que la science n'aboutit pas au progrès sur la santé publique. Alors, tout ce que je viens de vous dire change à la fin du XVIIIe siècle. Ça change parce qu'on est au début de l'industrialisation, une industrialisation qui repose sur le secteur de la métallurgie, le textile, comme vous le savez, puisque vous avez sans doute eu des cours d'histoire économique et sociale, vous avez donc appris que l'industrialisation reposait sur quelques secteurs clés. Et ces secteurs clés reposent en particulier, et ça on vous le dit sans doute moins, sur la chimie. Parce que pour produire des métaux et pour produire du textile, on a besoin d'opérations chimiques à différents stades des manipulations. Et avec ce développement industriel, s'opère un grand bouleversement dans la chimie, puisqu'on passe de la chimie scientifique de laboratoire à la chimie industrielle, ce qui aboutit à des décennies de controverses sur la légitimité de ces fabrications de produits chimiques, et en particulier la fabrication des acides forts, à fort pouvoir de concentration et qui ont donc une action très très forte sur les manipulations industrielles. Et ces acides sont en particulier l'acide nitrique, l'acide sulfurique. Ici vous avez une représentation du peintre Duramo, d'une fabrique d'acide sulfurique à Rome en 1750. Mais ce n'est que le début du développement de cette industrie lourde. Elle se développe surtout à partir des années 1770, et à partir de ce développement apparaissent les conflits sociaux, mais de police et de nuisances très très importants à proximité de ces usines, puisqu'elles déversent dans l'atmosphère des gaz acides qui brûlent la végétation du voisinage, gênent les habitants et parfois provoquent des maladies assez graves. Donc des controverses qui ont lieu entre 1760 et 1820, un moment assez fondamental parce que c'est à ce moment-là que des chimistes vont venir expertiser le pouvoir des acides et vont considérer de plus en plus que les acides non seulement ne sont pas nuisibles, ce qu'on pensait jusqu'alors, mais sont bénéfiques pour la santé puisqu'ils ont un pouvoir de purification et donc de destruction des miasmes. Les miasmes, comme je vous l'avais dit, étaient considérés comme les vecteurs des maladies. À côté de ces controverses sur les acides, on trouve des controverses sur les machines à vapeur, puisque la machine à vapeur, ça va être un nouveau moyen technique pour produire
toute une quantité de biens. Ici, vous avez une représentation, un dessin de la deuxième machine à vapeur installée en France, à Paris, dans les années 1780. Cette machine à vapeur servait en fait à pomper l'eau de la Seine pour approvisionner les habitants en eau potable. Et vous voyez ici comment le dessinateur a représenté cette machine à vapeur, à la fois comme un spectacle, mais aussi comme un spectacle un peu effrayant, avec des panaches de fumée et de flammes qui sortent de la cheminée. Eh bien, ces machines à vapeur ont provoqué des débats également extrêmement intenses, puisque, selon le procédé de James Watt, qui en était l'introducteur en Europe, l'inventeur, avec l'amélioration en tout cas, avec l'invention du condensateur, et donc, à partir de ce moment-là, c'est la grande diffusion des machines à vapeur, elles sont alimentées par du charbon de terre. Comme ce charbon de terre était interdit en ville, ça provoque d'énormes débats pour savoir si il est possible ou non d'installer des machines à vapeur en ville, d'où des débats qui durent jusque dans les années 1820, avec finalement l'autorisation accordée à ces machines à vapeur de s'implanter en ville, sous de divers arguments, mais notamment celui qu'il ne faut pas gêner le développement industriel, et notamment la question de la compétitivité internationale qui commence à s'opérer notamment entre la France et la Grande-Bretagne. Alors ces débats portent sur la santé environnementale, puisque ce charbon de terre dégage donc des produits toxiques, et les scientifiques vont considérer que l'atmosphère est suffisamment vaste pour diluer les effluents de ces machines. Alors, le cœur du changement, c'est la Grande-Bretagne, puisque c'est le berceau de l'industrialisation. La Grande-Bretagne qui se chauffait au charbon de terre et qui utilisait ce charbon de terre pour l'industrie depuis au moins le début du XVIIe siècle. On est dans un pays où il y avait très très peu de forêts, et donc le charbon de terre qui était en abondance dans ce pays, et notamment affleurant à la surface du sol, donc facile à extraire, ce pays avait donc décidé l'adoption du charbon de terre, avec des débats bien sûr au XVIIe siècle, mais avait décidé de cet emploi, à son bénéfice d'ailleurs, puisque le pouvoir calorifique du charbon de terre est très très important, et ça a donc été un avantage considérable pour ce pays dans le développement industriel. Vous avez une carte ici qui représente la circulation et les bassins miniers, circulation du charbon, mais aussi une représentation d'un peintre en 1801 qui peint en fait une des grandes usines à Coalbrookdale, près de Birmingham, une des grandes usines de cette première industrialisation anglaise, à la fois sous un esprit de fascination pour ces fumées, ces lueurs qui s'en exhalent, mais aussi d'effroi. On est donc dans un nouveau monde assez effroyable. L'industrie n'a pas forcément sa place dans la société à l'époque, elle est source de débat. Et en France, la Révolution française va avoir un impact considérable sur cette évolution. Elle a un impact considérable puisque la Révolution française, c'est le début du libéralisme économique, mais c'est aussi le régime de la liberté. C'est-à-dire que, contrairement à l'Ancien Régime qui encadrait vraiment le phénomène industriel à travers des règles, des normes et une répression très importante, la Révolution française va instaurer un régime de liberté pour les industriels. D'ailleurs, l'article 4 définit bien ce que c'est que la liberté. La liberté consiste à faire tout ce que l'on veut finalement, mais il ne faut pas nuire à autrui. Mais ce qui est important dans cet article, c'est la fin de cet article. C'est que les bornes donc de la liberté ne peuvent être déterminées que par la loi, et on va voir en quoi c'est important dans quelques instants. Pendant la Révolution française, un phénomène très très important, c'est que les industriels se retrouvent libres de s'installer en ville, de brûler le combustible qu'ils souhaitent et de fabriquer les produits qu'ils souhaitent, et ça va être le début de l'industrie chimique urbaine, alors que jusqu'alors c'était totalement interdit. Par exemple, durant l'an 2, régime de la terreur, les guerres révolutionnaires, il a été décidé donc d'industrialiser Paris, c'est ce qu'on appelle la manufacture de Paris, création d'un établissement industriel, en fait, de nombreux établissements industriels et ateliers dispersés dans Paris, d'armement bien sûr. Vous avez ici quelques exemples, à la fois fabriques sur bateau ou dans des anciens couvents, comme ici au milieu, vous avez cette petite médaille du couvent des Barnabites qui a accueilli une très grande fonderie de cuivre pour fabriquer le bronze des canons, dans laquelle on faisait un usage massif d'acide, ou encore, à droite, en bas, la poudrerie de Grenelle, qui était une immense poudrerie où travaillaient plus de 2000 ouvriers, ce qui était contraire aux normes d'Ancien Régime, dans laquelle donc, on essayait de fabriquer une poudre innovante, révolutionnaire, sous l'impulsion des chimistes. Poudrerie qui va finalement être un échec, puisqu'elle explose le 31 août 1794,
tuant 600 personnes, en blessant 1200, ce qui est de nos jours le plus grave accident industriel de l'histoire de France. Alors cette révolution, donc vous avez compris, a un impact considérable sur le régime de régulation des nuisances et des pollutions, et c'est Jean-Antoine Chaptal qui va résoudre cette question. Jean-Antoine Chaptal, c'est tout d'abord un chimiste, donc ça va être la première chose, ça va être l'apparition du chimiste comme expert des pollutions industrielles. Par ailleurs, c'est lui qui dirigeait la poudrerie de Grenelle, qui a explosé, c'est une petite parenthèse, mais c'est aussi un penseur de l'économie politique, puisqu'il publie en 1798 un essai qui s'appelle un essai sur le perfectionnement des arts chimiques, qui est en fait un traité d'économie politique. Un traité d'ailleurs qu'il fait remarquer par Napoléon Bonaparte quand il arrive au pouvoir en 1799, puisque Napoléon Bonaparte, premier consul, le nomme ministre de l'Intérieur, il le reste de 1800 à 1804. Mais dans le même temps, cet homme d'État, ce grand chimiste, est aussi un industriel, puisque vous le voyez ici posé devant sa manufacture d'acide sulfurique de Montpellier, donc lui-même avait déjà été engagé dans des procès de pollution industrielle avant la Révolution française pour son usine. Et puis en 1798, il fonde également une usine d'acide sulfurique à Paris, acide sulfurique, qui l'amène à des procès également avec ses voisins. Donc ce ministre, ce grand ministre, qui a la charge, en fait, de la régulation des nuisances industrielles, c'est le ministère de l'Intérieur qui en est l'autorité à l'époque, est lui-même confronté à un grand procès de pollution industrielle, mais lui-même grand chimiste de l'Académie des sciences. Et c'est lui qui va commander une expertise à l'Académie des sciences en 1804 pour savoir, en fait, si les usines qui dégagent des mauvaises odeurs sont nuisibles à la santé publique ou non. Et l'Académie des sciences nomme 2 rapporteurs, et ces 2 rapporteurs sont un grand chimiste qui s'appelle Guiton de Moreau, mais deuxième chimiste, Chaptal lui-même. Donc vous voyez, on est dans une époque où on est effectivement dans une expertise qui est juge et partie, un personnage qui est à la fois le pollueur principal, l'autorité principale et l'expert désigné par les plus hautes autorités scientifiques de l'État. Dans le même temps, Chaptal crée un conseil de salubrité en 1802 qui va devenir la plus haute instance de santé publique en France jusque dans les années 1820 et qui va définir les normes de régulation et qui va donc préparer, ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'avènement de la loi pour clarifier, arbitrer et définir ce que c'est qu'une pollution industrielle. Et en 1810, sous l'impulsion de Chaptal, qui est devenu conseiller d'État après avoir quitté le ministère de l'Intérieur en 1804, une loi est en effet décrétée, c'est le décret de 1810 sur les établissements insalubres qui dégagent une mauvaise odeur. Et cette loi est très intéressante puisqu'en fait, premièrement, elle va se diffuser partout en Europe avec l'Empire. Elle va être reprise un peu comme modèle en Grande-Bretagne au cours du 19e siècle. Et ensuite, temporellement, elle donne en fait l'esprit des régulations publiques partout dans le monde au 19e siècle et encore de nos jours. L'esprit des lois de régulation découle de cette loi de 1810, elle est donc fondatrice. Qu'est-ce qu'elle dit cette loi en 2 mots? Elle classe les établissements industriels en 3 classes. La première classe, l'établissement insalubre étant régulé par le Conseil d'État, les 2 autres par les préfectures. Deuxième chose, elle va répartir les régimes de régulation entre justice et administration. En clair, c'est l'administration qui prend en charge ces régulations, non plus les justices comme c'était le cas auparavant. Et faisant cela, elle va enlever la sphère de la justice pénale de ces régulations. C'est-à-dire qu'après 1810, la justice pénale n'est plus à même de régler ces questions. Seule la justice civile peut le faire. Elle peut le faire dans le régime du dédommagement pour des dégâts ou pour réparer l'indemnisation pour des réparations. Par exemple, si une industrie a causé des dégâts dans un verger voisin, par exemple. Mais ce nouveau cadre législatif, en fait, ne peut plus amener un industriel à être considéré comme un délinquant, par exemple, voire un criminel. Et ça, c'est très important, puisque dans cette histoire de pollution, évidemment, c'est la santé publique qui est en jeu. Alors, le Code pénal, pourtant, prévoit par son article 471 la possibilité de poursuivre un industriel en cours criminel ou en correctionnel. Mais en fait, dans les arbitrages qui vont être faits, dans les recours au Conseil d'État ou en cours de cassation, etc., durant tout le 19e siècle et encore longtemps au 20e siècle, les cours pénales ont été dessaisies de ces histoires. Et comme le rappelait un conseiller d'État en 1824, quand cette question de séparation entre justice civile, justice pénale ou administration a été à nouveau débattue, le phénomène industriel était
très important et donc devait être pensé dans un régime dérogatoire par rapport au droit commun, hein, c'est ce qu'il dit, Ron Wildfoss. C'est précisément parce que l'application des règles de droit commun avait présenté d'énormes difficultés dans les affaires de ce genre, c'est-à-dire dans les affaires de pollution, qu'il était reconnu nécessaire en France d'établir une législation spéciale concernant les ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode, c'est-à-dire un régime administratif d'utilité publique, l'idée étant que l'industrialisation étant d'intérêt général. Alors on arrive donc au XIXe siècle, où la pollution est littéralement naturalisée, c'est-à-dire qu'elle est perçue comme un phénomène normal, un phénomène qui découle de l'industrialisation, une industrialisation vécue comme prioritaire. Et donc, ça renvoie au régime de cette loi de 1810 et ça aboutit à des pollutions tout à fait inédites qui n'existaient pas sous l'Ancien Régime. Premier type de pollution, la pollution atmosphérique urbaine. On est dans un monde du 19e siècle qui s'urbanise considérablement avec la création de villes industrielles. On pense à Manchester, bien sûr, qui était la grande ville du textile au 19e siècle, la principale ville, mais il y en a une quantité d'autres. On peut penser à Stoke-on-Trent, qui est ici représenté par une photographie de la fin du 19e siècle, qui était finalement la capitale de la poterie et de la porcelaine en Grande-Bretagne. On peut penser aussi à Paris, on peut penser à Bruxelles, on peut penser à Rome. Quantité de villes qui s'industrialisent et qui accueillent des machines à vapeur, des verreries, des porcelaineries, et qui enfument littéralement les villes européennes, ensuite mondiales, aux États-Unis par exemple, et en 1905 aboutit l'aboutissement d'un processus en termes de lexicologie, c'est l'apparition du mot smog, que vous connaissez, smog qui est la contraction de smoke et fog, fog le brouillard, smog la fumée. Le smog qui va avoir une célébrité nouvelle en 1952 avec le smog de Londres, hein, j'en parle maintenant, mais 1952, smog de Londres qui a tué 15 000 personnes, ce sont les évaluations actuelles. Autre pollution majeure, les cours d'eau, puisque après la loi de 1810, il devient possible de déverser les effluents dans les rivières, ce qui était interdit avant, parce que les scientifiques considèrent que les cours d'eau sont suffisamment vastes. Les débits des fleuves, notamment la Tamise ici, sont suffisamment vastes pour diluer les toxiques dans les rivières. Et puis par ailleurs, on arrive par des infrastructures techniques à approvisionner les villes en eau potable par d'autres sources d'approvisionnement, par exemple des sources lointaines et des canalisations, plutôt que de puiser dans les rivières urbaines. Et donc les rivières urbaines deviennent des dépotoirs au XIXe siècle, ce qu'elles n'étaient pas au XVIIIe siècle. Même si les odeurs deviennent de plus en plus contrôlées, c'est ce qu'a montré Alain Corbin dans un livre très très important, Le miasme et la jonquille, moins d'odeurs, peut-être moins sale par certains côtés, mais beaucoup plus polluée. Autre aspect de ce 19e siècle, c'est le début des engrais chimiques et ça va être le début des pollutions agricoles, puisque jusqu'alors, les fertilisants, en quelque sorte, des campagnes sont d'origine naturelle, hein, ce sont les fumiers, ce sont les boues urbaines, etc. À partir de la création de la grosse industrie chimique, on aboutit à la mise en place et la production d'engrais chimiques. En particulier, au départ, les superphosphates, qui vont être la production de produits chimiques à base d'os, sur lesquels on fait agir de l'acide sulfurique, donc avec du phosphore en fait très concentré. Mais ensuite, après, beaucoup d'engrais chimiques à base d'ammoniac, puis je vais très très vite, mais c'est ce qui va donner l'accumulation des nitrates, par exemple, dans les sols et les pollutions nitrates au XXe siècle. Alors les scientifiques ont un très très grand rôle. Vous voyez ici le scientifique Faraday qui essaie de résoudre la question de la pollution des rivières. Les scientifiques vont, et là c'est un phénomène majeur, déjà premièrement utiliser le mot pollution pour définir ces nouvelles nuisances, et avec ces pollutions en fait ils vont mesurer, premièrement mesurer la quantité de produits toxiques dans l'air, la quantité de produits toxiques dans les sols ou dans les rivières, et en mesurant, ils vont définir des seuils d'acceptabilité par les normes et par la dose des contaminations des milieux. Ce qui est très intéressant, c'est que ça leur permet de dire qu'à faible dose, en fait, l'impact de ces produits chimiques n'est pas si dangereux que cela, ou n'est pas dangereux du tout, parce que l'atmosphère ou l'eau sont suffisamment vastes pour les diluer, et ça va donc légitimer l'existence d'une grande quantité de produits chimiques. Par exemple, on peut penser à la céruse, qui était un pigment de plomb utilisé dans les peintures. Le pigment blanc, c'est le seul pigment du 19e siècle utilisé dans les peintures, bien qu'il y en ait, c'était possible de produire des pigments blancs autrement.
Et la céruse provoque une maladie très importante qui s'appelle le saturnisme. Mais à faible dose, disent les scientifiques, on pouvait en produire. Alors, la céruse va finalement être interdite au XXe siècle progressivement dans certains secteurs et suivant les pays. Mais au XIXe siècle, le régime d'autorisation fait foi. Alors, évidemment, ça provoque d'innombrables conflits sociaux, des débats, parce que même si la norme et les autorités publiques, finalement, décident de donner la priorité à l'industrialisation, les voisins des usines ou les ouvriers ne sont pas forcément très satisfaits de cette situation. Et on parle souvent de la naissance de l'écologie politique et donc la conflictualité sociale dans les années 70. Je vous renvoie au premier graphique que je vous avais présenté avec cette émergence du mot pollution. En fait, au XIXe siècle, on trouve quantité de contestations sociales, de débats et parfois même des manifestations très très importantes, par exemple comme à Huelva en Andalousie en Espagne en 1888, où là on a une alliance entre paysans, ouvriers et habitants qui n'ont rien à voir avec l'industrie autour des mines de cuivre qui sont situées donc en Andalousie et qui sont développées par l'entreprise minière Rio Tinto, grande entreprise minière qui existe encore de nos jours. Grande manifestation, grands conflits sociaux qui aboutissent finalement à l'intervention de l'armée qui tire et qui fait plus de 100 morts parmi les manifestants. Donc on a au cœur du XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, de grands conflits environnementaux, écologistes, on pourrait dire. Le mot n'est pas vraiment utilisé tel quel à l'époque, même si le mot écologie existe. Mais voilà, il ne faut pas avoir à l'image seulement l'idée d'une naturalisation des pollutions. Elle existe, mais elle fait l'objet de contestations. Et en termes de régulation, c'est finalement la technique qui va devenir la norme, la solution idéale. C'est-à-dire qu'au XVIIIe siècle, dans l'ancien régime environnemental, la technique n'est pas du tout pensée pour résoudre les pollutions. On est dans un régime juridique essentiellement. À partir des années 1820, la technique devient le remède absolu pour limiter les pollutions. Vous avez ici l'exemple d'une tour de condensation des acides qui découle en fait des fabriques de produits chimiques. La turbossage peut avoir plein d'adaptations. L'idée, c'est que la technique peut permettre de résoudre ces pollutions par des filtres, par des systèmes de condensation, par des fourneaux fumivores qui brûlent la fumée du charbon de terre, etc. Le paradoxe, c'est que ces techniques fonctionnent en général, elles arrivent à condenser ou filtrer, mais pas totalement déjà. Donc ça laisse s'échapper des polluants. Et puis surtout, ça permet d'autoriser les usines. Et donc les usines étant autorisées les unes après les autres, et comme il y a des milliers d'usines, l'addition de ces pollutions, en fait, aboutissent à des concentrations de polluants dans l'atmosphère ou dans les eaux énormes. Et donc, c'est un paradoxe, mais en fait, moins on pollue, plus on pollue. Moins on pollue à un niveau individuel, au niveau de l'appareil, plus on pollue globalement, parce que finalement, on tolère ou on autorise ces appareils. Donc c'est un paradoxe sur les effets secondaires et les effets rebonds qui sont encore très actuels de nos jours sur les changements technologiques qui apportent des progrès au niveau de la technologie, mais finalement des effets négatifs au niveau global ou social ou environnemental. Un autre aspect de cette régulation du 19e siècle, mais qui perdure au 20e siècle, c'est la dilution comme moyen de dispersion, comme moyen d'évacuation de ces résidus. C'est l'époque où on construit des chenilles de plus en plus hautes, jusqu'à plus de 100 mètres, 140 mètres en 1910, pour envoyer les fumées dans la haute atmosphère. On considère que la haute atmosphère est très très vaste. Évidemment, de nos jours, avec le réchauffement climatique et la concentration du carbone et des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, on en voit les conséquences. Rejet également dans la mer, puisque la mer devient le grand dépotoir de ce monde industriel. Tout d'abord dans les villes côtières, dans les villes portuaires, c'est très pratique et c'est très facile de mettre les résidus dans un bateau et d'aller déverser les résidus dans la mer, à 300 mètres de la mer ou en haute mer. Mais également tout un système lié au réseau ferré qui va permettre d'envoyer les résidus des villes continentales en fait vers la mer. Alors on arrive dans ce siècle toxique qui est le XXe siècle. Ce siècle, c'est un siècle toxique dans la mesure où plusieurs changements apparaissent. Le premier changement, c'est une augmentation très importante de la population, puisqu'on passe de 2 milliards d'habitants en 1900 à 7 milliards à la fin du siècle, et une population qui consomme de plus en plus. Donc par tête, en fait, la consommation augmente. Donc il y a ce chiffre de 2 à 7, mais si on tenait compte des consommations, il faudrait encore l'augmenter. L'autre aspect sont les guerres mondiales.
les guerres mondiales qui apportent une forme de désinhibition vis-à-vis des réglementations, puisque pour gagner la guerre, en fait, les règlements sont relativement détricotés, on fait sauter les verrous réglementaires, puisqu'il faut produire, il faut gagner la guerre, et donc toutes les normes de prévention qui existaient encore malgré tout au XIXe siècle sont supprimées. Il faut produire également des armes, des nouvelles munitions à base d'ammoniac, hein, c'est la dynamite, des munitions chlorées, ou à base d'arsenic, ici les gaz de combat qui vont être utilisés dès 1915 sur les champs de bataille au front pendant la Première Guerre mondiale. Il faut aussi produire des différents appareils, comme ça va être le début de l'aéronautique pendant la Première Guerre mondiale, mais l'aéronautique c'est surtout la Deuxième Guerre mondiale avec un boom de l'aviation qui va être aussi une nouvelle source de pollution, ne serait-ce parce qu'il faut produire de la matière et notamment de l'aluminium pour l'aviation, et que cet aluminium va devenir le métal non ferreux le plus produit au XIXe siècle et qui est extrêmement polluant par des dégagements de fluorine ou par la création des boues rouges dont vous avez certainement déjà entendu parler. Ces gaz ou ces produits chimiques vont être utilisés par exemple massivement pendant la guerre du Vietnam avec des déversements d'agent orange. En fait, l'agent orange produit par Monsanto qui va être en fait l'arme principale de l'armée américaine pendant la guerre du Vietnam, puisque un quart des forêts vietnamiennes vont être contaminées durablement encore de nos jours par ce produit chimique très très nocif. Et puis les guerres, évidemment, c'est le début de l'industrie atomique, nucléaire, avec la création au niveau militaire déjà, premièrement de la bombe atomique, 1945, première explosion d'une arme atomique en juillet en essai, puis ensuite les premières bombes atomiques en situation de combat, mais ensuite l'application dans le domaine civil avec, comme vous le savez, le problème des déchets radioactifs à très très long terme. Et ça, ces déchets à très long terme, sur des milliers d'années, c'est une problématique nouvelle du XXe siècle, puisque les déchets du XIXe siècle n'ont pas une vie aussi longue. Un autre aspect du XXe siècle, c'est un monde qui repose sur une énergie massive et notamment, alors un accroissement toujours de plus en plus important du charbon, mais aussi l'apparition, l'essor, ça existait avant, mais l'essor du pétrole. Et charbon et pétrole, c'est carbochimie et pétrochimie aussi. C'est pas seulement l'usage de ces combustibles comme source d'énergie, mais c'est aussi leur transformation en matière et en produits de synthèse. Alors vous voyez ici un graphique de la production de la consommation énergétique mondiale, et vous voyez notamment, je ne sais pas si les chiffres, dans le fond là ça c'est peut-être un petit peu dur, mais lorsque la courbe connaît un accroissement considérable, c'est après 1945, et c'est ce qu'on appelle la grande accélération. Grande accélération dans les consommations, grande accélération dans l'utilisation des énergies fossiles, et ici le pétrole est en vert, donc vous voyez à quel point le pétrole a augmenté après 1945. On en arrive donc à des situations, j'ai parlé du smog de Londres en 1952, à des situations de problèmes très très importants de santé publique liés aux pollutions par exemple, mais c'est un exemple parmi d'autres. 1930, le brouillard de la Meuse, le brouillard toxique qui va en fait à la suite de phénomènes météorologiques anticycloniques rendre une vallée entière, la Meuse près de Liège en Belgique, prisonnière des émanations des usines, notamment des usines de zinc, et donc qui brûlaient, qui utilisaient du charbon de terre pour fabriquer le zinc, avec des grands nombres de morts, plusieurs dizaines de morts pendant cette période en décembre 1930. Et puis le XXe siècle, c'est aussi la naissance de l'industrie automobile et donc du transport routier, avec notamment pour la propulsion donc de l'essence et donc des produits pétroliers. Et déjà en 1902, on se rend compte de l'effroi que peut provoquer les voitures dans un monde dans un monde finalement qui court à sa perte. Vous voyez déjà dans cette image une évocation à la fois des nuisances de l'automobile par les fumées, par la peur, par le bruit, et qui finalement projette les piétons en dehors de la planète. Alors je vais bientôt terminer, mais un autre exemple de maladie liée aux contaminations, c'est l'exemple de la maladie de Minamata, du désastre écologique de Minamata, qui en fait est issu de la fabrication d'acétaldéhyde, d'un produit chimique utile notamment pour fabriquer du caoutchouc pour l'industrie automobile, qui a provoqué au Japon une pollution de mercure
très importante avec plusieurs dizaines de milliers de personnes victimes, voire sur plusieurs générations, puisque ça provoquait des maladies congénitales très importantes. Voilà, là c'est la courbe en fait de production des métaux non ferreux, mais aussi du plastique à droite, le plastique issu de la pétrochimie, qui va devenir une des sources de pollution les plus en plus importantes, puisque le plastique se recycle très mal, et que par ailleurs il se dégrade également très mal, et que la plupart des plastiques aboutissent dans la mer. On estime qu'il y a 6 milliards de tonnes de plastique dans la mer sur les 8 milliards qui ont été produits depuis 1945. Un autre aspect, ce sera un des derniers aspects du XXe siècle, c'est la fabrique de l'ignorance par l'agnotologie. L'agnotologie, si vous n'en avez pas entendu parler, donc finalement c'est comment en fait les scientifiques et les industriels ont produit de l'incertitude et ont produit du doute, de l'ignorance sur la nocivité et la nocivité de certains produits chimiques. Ça a été prouvé pour l'industrie de l'amiante, c'est-à-dire qu'on savait dès 1950 que l'amiante était nocif et causait des maladies, notamment le cancer de la plèvre, de façon certaine, on le savait, mais vous voyez que l'augmentation, la courbe ici, augmente précisément en 1950. C'est-à-dire qu'on connaît, les savoirs médicaux sont là, mais les productions sont autorisées. Pourquoi? Parce que les industriels et certains scientifiques ont produit du doute et ont demandé des études complémentaires, ont provoqué également des expertises internes disant que la nocivité du produit n'était pas prouvée. C'était le cas aussi pour le tabac, c'était le cas pour la céruse, encore à nouveau, ou des composés de plomb. Et ces industriels ont été condamnés finalement dans les années 90 ou 2000 pour falsification de preuves, etc. Mais il n'empêche que c'est quand même un processus qui existe encore, et on le voit avec la question des climato-sceptiques. Mais on a dit en introduction qu'il n'y en avait pas dans la salle. Donc, pour terminer, effectivement, je renvoie à ce que je disais en introduction. Dans les années 70, il y a comme une prise de conscience, un éveil sur ce monde toxique et contaminé, avec beaucoup de films, beaucoup de documentaires sur la pollution. Vous voyez ici à droite un film allemand qui s'appelle Smog, qui décrit une ville complètement réduite à une vie sous masque à cause des pollutions, ou à gauche des manifestations liées à la lutte contre la pollution. On a aussi le mouvement de la conflictualité sociale des années 1968. C'est aussi le moment où le mot environnement devient d'un usage commun, où le mot pollution et le mot écologie, avec la naissance de l'écologie politique telle qu'on la connaît de nos jours. C'est aussi le moment où donc les grands ministères de l'environnement aux États-Unis 1970, en France 1971 sont créés, et où les autorités publiques prennent conscience d'un phénomène global, mondialisé, mais finalement si difficile à maîtriser. Et donc je ne m'étends pas sur les années contemporaines, mais les années contemporaines, on voit qu'on est finalement, on est comme si on était dans une course à l'abîme, avec ces oiseaux de plastique par exemple, qui ont été découverts par un photographe qui enquêtait sur les îles inaccessibles du Pacifique, îles inaccessibles sauf pour les plastiques, qui tuaient les oiseaux et les albatros en série. Photo réalisée sans trucage, où il a vu quantité de cadavres d'oiseaux qui étaient littéralement asphyxiés par ces plastiques, et ça c'est un constat qui est général, notamment dans l'étude des pollutions de la mer. Voilà, j'espère que ces quelques perspectives auront été utiles à ces journées et n'auront pas été trop désespérantes.